Bonjour et merci de nous rejoindre sur TV 78 pour cette nouvelle édition du 7-8 Hebdo. Voici les titres de ce 21 juin. Le département des Yvelines prévoit durant l'été 70 opérations de réhabilitation au sein de 56 collèges, montant global 23 millions d'euros. Le point sur les chantiers à suivre. Nous parlerons également des Journées olympiques qui se déroulent ce week-end. Chaque année dans le monde entier, c'est le sport qui est célébré. Fin juin, invités en plateau les organisateurs de différents événements prévus sur Saint-Quentin en Yvelines et Versailles. Et puis, que retenir de la semaine de l'agression de la présidente de la cour d'assises de Versailles au salon du Bourget, en passant par les épreuves du baccalauréat. L'actualité pour débuter, c'est donc la présentation par le département des chantiers à venir dans les collèges. Pas moins de 23 millions d'euros d'investissement cet été afin de permettre d'améliorer le cadre de vie, de renforcer la sécurité ou encore de développer l'accès au numérique. Les détails avec Mélanie Poquet. Dans ce collège triellois, c'est bientôt la fin des travaux. L'établissement se voit notamment doté de sanitaires pour les élèves de 6e et d'une cage d'ascenseur. Un chantier à 2 millions d'euros. C'est des rénovations qui sont programmées depuis plusieurs années. Ce collège avait besoin d'un bon coup de neuf et aussi de travaux qui vont permettre à tous les élèves de venir. Il est l'un des 56 établissements à bénéficier de travaux durant l'été. À travers le département, 70 chantiers sont en cours ou vont débuter, comme les collèges Gagarine et le village Attrape ou celui des Saules à Guyancourt. Les travaux, c'est simplement d'aller changer complètement un bloc sanitaire, de les refaire des peintures dans les salles de classe, d'aller équiper d'une manière numérique et plus efficace encore que ce qui était dans tel ou tel collège, ou des travaux plus lourds. Des travaux d'un budget de 23 millions d'euros pour cet été 2019. Le département prévoit la construction prochaine de nouveaux collèges. Les travaux à Mantes-la-Jolie débuteront en septembre de cette année. À Vélizy, Villacoublay, Verneuil-sur-Seine et Guyancourt, la livraison est prévue pour 2023. Et je reçois à présent deux invités sur ce plateau. Jean-Marc Fresnel, maire adjoint en charge des sports à Versailles. Bonjour. Bonjour. Bienvenue également à Thierry Fabre. Bonjour. Président du Vélo Club d'Elancourt Saint-Quentin en Yvelines. Ce dimanche 23 juin, nous allons fêter l'olympisme à travers le monde entier et aussi dans les Yvelines. Une journée à l'initiative du Comité international olympique et qui, Paris 2024 oblige, revêt en ce moment un caractère tout particulier. Dans la ville de Versailles, les manifestations ont commencé dès hier et même avant-hier avec les plus jeunes. On va revenir un petit peu sur tout ce que vous avez pu proposer. Ce sont les scolaires, le 18 juin, qui ont participé à ce mouvement olympique. Voilà, exactement. Depuis, donc sur 4 jours, là, sur cette semaine. Donc, c'est un travail qui est en continuité depuis plusieurs années. Donc, les scolaires, habituellement, font une conclusion d'année scolaire avec quelques épreuves sportives sur l'emprise de Montboron. Et depuis 2 ans, donc, on essaie de s'associer avec eux et de leur apporter notre expertise et nos moyens pour aller un peu plus au-delà de ce qu'ils peuvent faire habituellement. Combien d'élèves ont été mobilisés Alors, il y a 12 établissements, donc 12 établissements, ça doit faire à peu près la moitié des élèves de Versailles, donc 2500 élèves. Qui ont pu participer à ce premier mouvement. Ensuite, il y en a d'autres, puisque aujourd'hui, ça s'adressait plutôt cette fois-ci au grand public. Alors ce soir, c'est au grand public, comme vous voulez, je peux vous le détailler l'un ou l'autre. Pour ce soir, justement. Pour ce soir, là aussi, c'est la 3e fois, donc on fait en sorte, on fait un relais 10 fois 400 mètres, donc sur la piste de Montboron, ce soir à 19h. En faisant en sorte qu'il y ait des groupes qui s'inscrivent, soit issus des clubs, mais pas forcément du club d'athlétisme ou triathlon, d'autres clubs. Par exemple, l'année dernière, il y avait le rugby qui a gagné, donc c'est pas forcément des coureurs à pied. Il y a des agents de la ville, il y a des élus de la ville, et puis il y a aussi des entreprises qui viennent nous rejoindre. L'année dernière, on était une quinzaine d'équipes donc qui participaient à ce 10 x 400 mètres. Paris 2024 oblige, Versailles étant impliqué dans cette candidature française. Vous avez mis en avant les épreuves qui seront à l'honneur pendant les JO ? Voilà, tout à fait, c'est ce qu'on essaie de montrer depuis 1 an, surtout autour du pentathlon, puisque le pentathlon aura une grande partie de ses épreuves sur Versailles. Et puis je trouve que c'est un sport intéressant, puisqu'il associe plusieurs disciplines. Donc c'est un travail intéressant qu'on peut faire notamment avec les scolaires, et c'est ce qu'on a fait là dans les 4 journées, puisqu'ils ont pu faire de l'approche de l'escrime, toujours même en plein air à Montboron, avec le club local, et de l'athlétisme bien évidemment aussi avec le club local. Et puis aujourd'hui, particulièrement qu'aujourd'hui, il y a le club d'équitation qui viendra faire de l'initiation, etc. Et en même temps, on associe la culture un petit peu, c'est-à-dire que Versailles, on a des compagnies en résidence, des compagnies de théâtre,
Et donc avec l'une des compagnies, avec Aïda, aujourd'hui, tous les midis, il y avait une petite pièce à tendance sportive autour de l'escrime, mais de l'escrime d'il y a 2 siècles, quoi. Vous sentez déjà une certaine effervescence autour des JO, peut-être 2024, ça se concrétise un petit peu dans l'esprit des habitants de la ville aussi? Oui, ça se concrétise. Enfin, on en parle. Les gens commencent à intégrer. D'abord 2024, c'est bientôt. Donc on pose beaucoup la question où ça sera, comment ça se fera, etc. Et puis, moi, ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'évidemment, nous, on profite de ces événements pour justement aller dans le milieu scolaire et travailler avec les scolaires. Cette année, les clubs directement ont aussi des prestations dans le temps du midi, dans le temps scolaire. Donc, pour ça, c'est intéressant. Donc, c'est vraiment un travail de fond, notamment avec les jeunes, parce que dans 5 ans, ils seront un peu plus âgés. Et puis, moi, je trouve d'autre part, c'est que, bien évidemment, on sera sollicité dans l'année qui précède ou 2 ans avant pour être un site de reconnaissance. Donc, alors, sur l'équitation, comme c'est un site éphémère, évidemment, il n'y aura pas de possibilité de venir de recevoir une équipe, mais on aura d'autres opportunités. Je vais vous l'annoncer par exemple, on a porté candidature pour recevoir une équipe pour la Coupe du Monde du rugby en 2023. On va revenir vers vous dans un instant pour parler un petit peu de cette flamme olympique, comment vous allez l'entretenir au-delà même de ce week-end tout au long des années prochaines. Le club de vélo d'Elancourt Saint-Quentin, avec vous Thierry Fabre, est aussi impliqué un petit peu ce week-end en quelque sorte sur ces journées olympiques, puisque dimanche il y aura la revancharde d'organiser, hasard du calendrier, cela tombe pendant la manifestation internationale olympique, et puis surtout cette colline d'Elancourt où se déroule la manifestation sera un site olympique également. Ouais. Alors à double titre pour le club, parce que comme vous le savez, c'est que on a le projet olympique avec Paris 2024, mais on a nos pistards, parce qu'on a quand même dans notre club 2 pistards de haut niveau de l'équipe de France, Quentin Caléron et Quentin Lava, qui est champion du monde de vitesse, qui fait partie de notre club, qui est associé chez nous. Donc ça déjà un projet pour notre club pour encore fidéliser cette équipe-là avec du recrutement et avoir une équipe saint-quentinoise de Saint-Quentin pour représenter Saint-Quentin et la France pour les Jeux Olympiques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la colline d'Elancourt. Bon, ça fait 22 ans qu'avec le club, on organise la revancharde, avec le soutien du SDIS 78. Et on a organisé aussi également des courses, un championnat de France FGT, des championnats européens des uniformes. Et à peu près, on a organisé une 50aine de courses de VTT sur ce site-là. C'est un site qu'en fin de compte, on a créé par nous-mêmes. On a tracé les chemins, on a fait énormément de bénévolat en collaboration avec Saint-Quentin. Vous avez fait vivre ce site qui était plus ou moins à l'abandon, on va dire. Et cette reconnaissance de site olympique des Jeux, ce site pour Paris 2024, quelque part, ça vient de la revancharde. Parce que cette course, elle est nationalement connue. Donc on est heureux de participer à cet événement-là, et c'est vrai que ce site, techniquement, c'est le site idéal pour faire les Jeux Olympiques. Pourquoi ? Parce que c'est la montagne et la ville. On trouve tout sur ce site. De la technique, du pilotage, des descentes, du dénivelé, de la force, du courage et de l'amitié qui représentent les Jeux Olympiques. Alors il y aura quelques aménagements avant les JO sur cette colline d'Elancourt. Il y a encore 2 projets qui sont en candidature. Le verdict sera donné autour du début du mois de juillet, mi-juillet. Nous en reparlerons bien évidemment. Pour ceux qui vont venir ce week-end, connaissent pas encore la revancharde, même si on en doute, ils vont découvrir quoi pour les spectateurs qui vont pouvoir y assister? Il y a des modifications sur le parcours, ce sera très technique, très physique. Alors, l'origine de cette course-là, c'est que le départ se fait au pied de la colline et l'arrivée en haut, par boucle. Preuve, vous serez présents avec nous dimanche, et puis une chaîne nationale, France 3, sera exactement présente, ils vont faire un reportage national. Et l'origine de cette course-là, c'est qu'en fin de compte, quand on arrive en haut, quand les concurrents arrivent en haut, c'est la récompense. La récompense de l'effort et la récompense de la vue sur l'île de France. Et je pense que cet endroit-là, quand le CEO ils sont venus découvrir ce site, je pense que le rayonnement d'image de notre pays va se faire là-haut. Voilà. Il est encore possible d'y participer à cette course ? Oui. Oui, on peut s'inscrire sur place. Oui. Petite question parce que je parlais des spectateurs, mais j'ai oublié les participants. On a énormément d'inscriptions sur place. On a beaucoup de non-licenciés saint-quentinois qui sont déjà inscrits. Et vous pouvez vous engager sur place à partir de 7h30 au complexe sportif de l'Europe, rue de Varsovie, à Elancourt, quartier de la Clé Saint-Pierre, au pied de la colline.
Pour suivre donc cette revancharde, que ce soit sur le terrain en tant que participant ou alors en tant que spectateur, vous pouvez aussi venir y assister et découvrir ce qui sera le futur site olympique sur la commune d'Élancourt. Plusieurs autres sites sur Saint-Quentin-en-Yvelines sont aussi ouverts dans le cadre des journées de l'Olympisme. Le 23 juin, il y a le golf national où s'est déroulé il y a quelque temps la Ryder Cup. Il y aura des initiations de proposées. Et puis il y a aussi le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines sur la commune de Montigny qui proposera des initiations aussi, des démonstrations de différents sports, pas uniquement du vélo sur piste ou encore du BMX. Il y aura différents sports. Tout le programme est à retrouver sur le site internet de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. J'en reviens sur la ville de Versailles. Sur la ville de Versailles, il va y avoir une montée en puissance sur ces prochains mois, prochaines années, autour de cette mobilisation pour Paris 2024 et sur l'Olympisme. Oui, j'espère que le mouvement sportif aussi nous en parle beaucoup, ne serait-ce que parce que le COJO fera appel à beaucoup de bénévoles pour être présents en accompagnement. Et puis c'est vrai que participer en tant que spectateur et surtout dans une ville aussi riche comme la nôtre, et on parlait du vélo qui sera essentiellement sur Saint-Quentin, mais j'espère que le vélo sur route pourra profiter d'un passage en ville ou de plusieurs passages en ville, vraisemblablement. D'un autre côté, cette année on a fait la fête du vélo, donc on va essayer de se coordonner avec toutes les villes alentours pour avoir l'année prochaine une vraie grande fête du vélo au mois de mai ou au mois de juin, et puis pourquoi pas commencer à faire une découverte du vélo pour les tout petits, voire on a une grande avenue qui le permettrait, voire de remettre en place une course cycliste comme c'était vrai il y a quelques années. Donc je rappelle que si vous voulez vous plonger dans l'esprit olympique, en marge de la fête de la musique, c'est dès aujourd'hui du côté de Versailles, et puis dimanche vous pourrez aussi découvrir ce site de la revancharde du côté d'Élancourt. Merci à tous les deux d'être venus. Si vous voulez tout le programme complet des manifestations organisées dans le cadre des Journées olympiques, rendez-vous sur le site internet du ministère des Sports. Merci à vous deux. On passe à présent au résumé de la semaine. L'actualité lundi avec l'une des présidentes de la cour d'assises des Yvelines qui a été blessée à son domicile par deux hommes touchés par un tir d'arme non identifié qui pourrait être un lanceur de balles de défense. La section de recherche de la gendarmerie de Versailles tente de retrouver deux personnes pour tentative d'assassinat. La réaction du syndicat Unité Magistrat FO par la voix de sa secrétaire générale. On l'écoute. Ce que l'on demande, nous, aujourd'hui, c'est de prendre toute la mesure de cette agression pour en profiter pour faire le point et recenser toutes les menaces et tous les outrages que les magistrats subissent au sein de leurs fonctions. De faire un état des lieux des dispositifs de sécurité, de leur pertinence. De faire un état des lieux aussi des plaintes qui ont été déposées par les magistrats, parce que malheureusement, les magistrats ont plutôt tendance à ne pas déposer plainte et voir pourquoi. Et puis voir aussi comment la hiérarchie met en place des systèmes de protection réels sur des magistrats qui sont exposés. L'actualité de cette semaine, c'est aussi le baccalauréat. Ouverture en début de semaine pour toutes les séries par les traditionnelles épreuves de philosophie. Écoutez les réactions des candidats. Ils sont quelques 743 594 à travers la France. On notera également que les appels à la grève des enseignants contre la réforme du ministre de l'Éducation ont été assez peu suivis dans notre département. Selon vous, le travail divise-t-il les hommes ? Est-ce que le travail divise les hommes ? Je pourrais dire que on a deux parties, oui et non. Le travail divise-t-il les hommes ? Non, pas forcément, non. Le travail divise-t-il les hommes ? Si le sujet inspire moyennement les Yvelinois, ils étaient plus de 20 000 candidats de la filière économique et sociale dans les Yvelines à devoir s'y pencher ce lundi matin. Lundi 17 juin, ouverture de la nouvelle session du baccalauréat par la traditionnelle épreuve de philosophie. J'ai juste appris mes cours, j'ai essayé de comprendre parce que pour moi la philosophie, il faut la comprendre, il ne faut pas la prendre par cœur, ça ne sert à rien. À part les définitions, on a toujours l'impression de ne pas être assez préparé, donc on croise les doigts et on croit à la bonne chance. Parmi les autres sujets proposés, les lois peuvent-elles faire notre bonheur ou la pluralité des cultures fait-elle obstacle à l'unité du genre humain ? Ce que j'ai sous les yeux, c'est le sujet des S, très beau sujet. Vraiment, ces trois sujets, j'aurais eu peine à choisir entre les trois. Ce sont vraiment des belles choses avec des diversités, des sujets qui sont divers, qui font appel à des références très variées et sur lesquels je pense que les élèves peuvent vraiment faire d'excellentes copies. 70 944 candidates et candidats se présentent dans les Yvelines au baccalauréat, dont un peu moins de 30 000 dans les séries technologiques et professionnelles. Et après 4 heures d'épreuve, la confiance le dispute comme toujours au soulagement. Ça s'est bien passé.
Actuellement, ça va, je pense que je me suis bien débrouillé. Après, c'est vrai qu'on a appréhendé la philo, hein. Ça faisait un moment, et bon, la philo, c'est pas quelque chose de simple. Donc forcément, on a dû faire avec, mais franchement, je pense que ça s'est bien passé. Franchement, ça va, il était facile, mais mon prof, il m'a dit que j'aurais pas plus de 8. Ah bon ? Que je lui ai dit. Mais je pense que c'est une bonne note pour de la philo. Prochaines épreuves, l'histoire, géographie mardi matin, suivi par les langues mercredi. Résultat attendu le 5 juillet. Politique et élections municipales à Guyancourt avec un nouveau candidat. Rodolphe Barry se présente sans étiquette après avoir été pendant plusieurs années adjoint au maire dans une majorité de droite dans une commune voisine. Il sera notamment face à François Morton, le maire d'Hiver-Gauche sortant, en place depuis quelques mois après le départ de Marie-Christine Le Tarnec pour raison de santé. Rodolphe Barry qui était en plateau mardi. Pourquoi vous lancez à Guyancourt ? Pourquoi Guyancourt ? Parce que d'abord j'y suis, donc pourquoi pas ? C'est pas parce qu'on a été élu dans une autre commune qu'on ne peut pas se présenter dans une autre commune. Et ça peut apporter aussi une certaine expérience ? Tout à fait. En fait, on peut le voir de manière positive. C'est-à-dire que j'ai une certaine expérience. Donc aujourd'hui, je vais mettre l'expérience que j'ai au profit des Guyancourtois. On a un dossier qui est assez important, c'est Thalès, par exemple, le projet Thalès. C'est aussi redonner, mettre Guyancourt au cœur de Saint-Quentin-en-Yvelines. Parce que quand même, ils ont réussi aujourd'hui à se fâcher avec la communauté d'agglomération. Il ne faut pas oublier que la communauté d'agglomération aujourd'hui a la compétence sur 50% de ce qui se passe sur toutes les communes. Donc aujourd'hui, vous prenez Thalès par exemple, qui est un gros projet sur Guyancourt. La ville de Guyancourt n'a plus la compétence parce qu'ils ont réussi à se fâcher avec tout le monde et à faire en sorte que le préfet donne cette compétence à l'EPA-PS. Cette semaine, nous avons aussi commémoré l'appel du 18 juin, 79 ans que le général de Gaulle a prononcé son discours sur les ondes de la BBC à Londres, appelant à ne pas déposer les armes face à l'Allemagne nazie. Une cérémonie commune, comme c'est le cas depuis plusieurs années, s'est tenue, vous le voyez, entre Coignard-Morpas et le Mesnil-Saint-Denis. C'était devant le monument de la Malmedonne. Et cette année, les enfants étaient associés au devoir de mémoire. Je crois que c'est important que les jeunes, à plus forte raison parce que les témoins disparaissent les uns après les autres, et il est important de les associer à ces moments où on se souvient ensemble, puisque c'est la définition même d'une commémoration, et je pense que on leur transmet, alors je ne sais pas si on leur transmet l'histoire, mais on leur transmet au moins des émotions. Et voilà une démarche qui est mémorielle, qui est utile pour les jeunes générations de comprendre l'appel du général de Gaulle, son contexte, le fond de sa pensée et surtout l'appel à la résistance pour combattre l'Allemagne nazie. Donc ça part évidemment d'une bonne démarche qu'il faut continuer dans l'avenir. Un tout autre sujet à présent, le 53e Salon international de l'aéronautique et de l'espace a ouvert ses portes cette semaine. C'est au Bourget, en Seine-Saint-Denis, un événement qui rassemble aussi des entreprises du secteur de Saint-Quentin en Yvelines. Une trentaine d'entreprises sont présentes sur place et elles travaillent notamment sur les moteurs du futur. Patrick Jacques de Dixmude et Nicolas Dandry. Des taxis volant à l'énergie électrique, des avions fonctionnant avec des moteurs hybrides, des innovations présentées sur ce salon du Bourget 2019 par l'équipementier aéronautique français, le groupe Safran, des technologies en évolution permanente. On ne peut pas dire aujourd'hui que l'Airbus A320 que vous prenez pour aller en vacances sera totalement électrique dans 10 ans. Certainement pas. En revanche, pour des véhicules beaucoup plus petits, dont on entend beaucoup parler, la mobilité à la demande, mais aussi des avions commuteurs ou régionaux de quelques dizaines de passagers, eh bien, les technologies pourraient être prêtes beaucoup plus vite, oui. Le projet du moteur électrique et hybride est développé notamment par Safrantech, basé à Manille-les-Hameaux, un centre de recherche du groupe inauguré en 2015. Alors, on travaille effectivement sur comment rendre un moteur plus électrique pour les avions de transport de passagers. Ces technologies-là permettent des gains de carburant, mais aussi des gains d'efficacité en opération, des coûts d'usage par l'électrification et l'assistance électrique en fait, du moteur classique. C'est l'incontournable du salon du Bourget, le Rafale, l'avion de combat de l'armée française Omnirole, développé par Dassault Aviation. Un appareil composé de pièces fabriquées notamment à Saint-Quentin en Yvelines. C'est le cas de cette antenne usinée par le groupe Bowen et sa filiale Jacquelot-Pécli en collaboration avec Thales. Ce sont des systèmes de détection, ce qu'on appelle de la guerre électronique, et donc ils permettent de détecter des cibles pour protéger en fait le Rafale et le système d'armes. Nous sommes en pleine croissance. Actuellement, là, en l'espace de 5 ans, Bowen a doublé et nous avons la même perspective pour les 5-10 prochaines années. Au total, près de 60 entreprises aéronautiques sont implantées sur Saint-Quentin en Yvelines pour 14 000 emplois dans le secteur.
Ce vendredi 21 juin, premier jour de l'été, nous célébrons également la musique, événement qui se prolongera tout au long du week-end dans certaines communes des Yvelines. Et c'est le cas notamment au Clé-sous-Bois avec les Clécibelles. Ce sera gratuit à partir de 15h avec de nombreux groupes, débutants ou confirmés. Earth, Wind and Fire clôturera d'ailleurs cette soirée. Et puis un enfant de la commune sera aussi présent, révélé dans The Voice, Vincent Vinel. J'allais dire c'est le bébé du village, mais non, pas vraiment. Mais en tout cas, c'est un jeune qui a vraiment une vie clécienne depuis tout petit, qui a vécu aussi dans nos structures et puis qui est devenu un artiste complet, qui a fait The Voice. Ça, c'est une étape, mais depuis c'est le tremplin. Depuis, il a fait du cinéma, et puis il a fait quelques grosses scènes déjà. Et puis il nous fait ce cadeau, parce que c'est vraiment ça de venir se produire dans sa ville, quoi. C'est à la fois un grand plaisir pour lui, puis c'est vraiment un super cadeau pour nous, Cléciens. On a hâte d'attendre. En plus, il va nous faire des surprises, des nouveaux titres. Donc on est ravis. Et pour le programme complet dans le département, rendez-vous sur notre site internet pour consulter les replays du 7-8 Culture et 7-8 Loisirs de cette semaine. Chaque semaine, nous vous proposons aussi de faire le point sur le reste de l'actualité en Ile-de-France avec nos confrères de Via Grand Paris, diffusés sur le canal 30 de la TNT. Et aujourd'hui, focus sur le prolongement de l'A16. Dès cet automne, l'autoroute baptisée l'Européenne sera connectée à la Francilienne. À l'automne prochain, cette voie longue de 3 km, encore en travaux, sera connectée à la Francilienne en direction de Roissy-Charles de Gaulle. Il s'agit de la nouvelle section de l'autoroute A16. C'est l'un des 3 secteurs de ce gigantesque chantier commencé en 2016 et évalué à 210 millions d'euros. L'un des objectifs, détourner le trafic de l'actuel National 1 qui traverse les communes de Maffliers et Montsou. Il y a environ 40 000 véhicules jour qui passent sur cet axe-là. Donc c'est du trafic qui est plutôt le soir et le matin. C'est du trafic domicile-travail. Donc 40 000 véhicules jour. Il y en a environ 35 000 qui seront reportés sur la 16 et 5 000 qui resteront sur l'ancienne Nationale 1 dans Montsou et Maffliers. Fin juin, la transformation de l'actuel National 1 en autoroute sera achevée. Elle assurera le prolongement de la 16 entre l'Isle-Adam et la Croix-Verte. L'autre enjeu du chantier, restaurer la continuité de la Francilienne entre Cergy et Roissy-Charles de Gaulle. Le fameux giratoire de la Croix-Verte, désormais disparu du paysage, les travaux, là aussi, touchent bientôt à leur fin. Donc là on est au niveau de la Croix-Verte, à l'emplacement de l'ancien giratoire. On a construit la nouvelle plateforme de la Francilienne et depuis la mi-mai, les usagers en provenance de Cergy qui se rendent à Roissy peuvent emprunter la nouvelle plateforme qui enjambe le pont qui a été réalisé. Le sens inverse Roissy-Cergy sera mis en service à la mi-juin. Le reste du chantier sera quant à lui terminé fin 2019. Il s'agira de connecter les dernières bretelles, comme l'A16 à la RD 301 en direction de Paris. Autour de la Francilienne, les 8 ronds-points aménagés pour desservir les départementales alentours et les communes voisines, déjà bien avancées, seront eux aussi achevés. Avant de refermer cet hebdo, nous allons nous plonger dans les archives de TV78 avec notre rubrique habituelle « Ça s'est passé ». En juillet 2017, l'un des futurs champions de rugby avec Toulouse, Sofiane Guitoun, était en pleine rééducation à Clairefontaine dans les Yvelines. 2 ans plus tard, il s'apprête également maintenant à retrouver l'équipe de France. Un rugbyman du stade toulousain au pays des footballeurs. Sofiane Guitoun travaille avec Maxence Piolet, préparateur physique du centre médical de Clairefontaine. Accélération sur 20 mètres, changement d'appui et de vitesse, des exercices pour solliciter les adducteurs du sportif. L'objectif était vraiment de le recentrer sur ses sensations et pour voir si lui sentait un déséquilibre au niveau du cycle de jambes antérieur. Sofiane Guitoun, 28 ans, 3 quarts polyvalent du stade toulousain, 5 sélections dans le 15 de France, une participation aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 avec l'équipe de France à 7. Depuis plusieurs semaines, il effectue sa rééducation au centre médical de Clairefontaine. Après avoir contracté une pubalgie il y a 2 ans, il se fait opérer une première fois en début d'année à la paroi abdominale. Malgré l'intervention, la douleur est toujours présente. Du coup, quand je me suis fait réopérer fin avril, le chirurgien m'a parlé de Clairefontaine et que c'était possible de venir faire sa rééducation ici et que voilà, quoi, c'était le domaine des footeux et qu'ils avaient l'habitude de soigner ce genre de blessure. La pubalgie, c'est vraiment une blessure difficile à gérer, il y a des hauts, il y a des bas et il
faut faire avec, c'est jamais tout rose. Et voilà, la semaine dernière ça allait très très bien, en début de semaine c'était un peu compliqué, là ça va mieux. Après le terrain, place au renforcement musculaire, une rééducation d'une 30aine d'heures par semaine suivie de près par le staff du Stade Toulousain, une harmonisation des charges de travail entre le centre médical de Clairefontaine et le club, des soins pour une meilleure récupération. On va à la fois s'occuper de ses parois et de ses adducteurs. Donc le but c'est vraiment de réharmoniser la zone. Le centre médical existe depuis 11 ans. On retrouve des consultations pour tous les sportifs, qu'ils soient amateurs ou professionnels. La section rééducation destinée aux sportifs de haut niveau. Priorité aux footballeurs, mais pas seulement, rugbyman, basketteurs, handballeurs ou même danseurs de breakdance. Donc on essaye d'avoir de la diversité. Et ce qui est intéressant pour tout le monde, aussi bien pour nous, pour varier un petit peu le type de pathologie, le type d'exercice à mettre en place. Le séjour de Sofiane Guitoun à Clairefontaine se termine ce jeudi 13 juillet. Reprise de l'entraînement avec le Stade Toulousain à la fin du mois. Merci de nous avoir suivis. Retour de l'actualité lundi en direct 18h avec Grégory Canalé. Excellent week-end.